Chers consoeurs, vous avez été reçus au sein de notre vénérable compagnie le 14 novembre 2017 par le président Gabriel Audizio, éminent historien. Une géographe, puisque telle est votre spécialité, intronisée par un historien, un couple qui n'a rien d'incongru, puisque vous avez vous-même précisé que ces matières étaient intimement liées, tant il est vrai, je vous cite, ouvrez les guillemets, qu'on ne peut grandir et se construire sans savoir à quel temps on appartient et dans quel lieu on vit. Sans ces disciplines, nous ne pouvons savoir qui nous sommes vraiment, nous simples humains, faits de gènes et de cellules, mais pétris de notre temps et des espaces dans lesquels nous circulons et grandissons, fermez les guillemets. Votre itinéraire, tant universitaire que professionnel, est à bien des égards atypique. Après une licence d'histoire-géographie à Lille, décidément attiré par le froid, vous gagnez la province du Québec où vous obtenez un diplôme d'études supérieures de géographie à l'Université de Montréal en 1969. L'année suivante, enfin pour notre plus grand bonheur, vous êtes au sein d'un cabinet d'urbanisme chargé des études cartographiques pour le poste de la ville de Nîmes. Vous enseignez dans divers établissements du Gard et de l'Hérault de 1973 à 1983, ainsi qu'à la Chambre de commerce et d'industrie de 1976 à 1981. En 1989, vous présentez et obtenez le doublé des concours de l'enseignement, CAPES et agrégation de géographie, et de plus les deux dans les tout premiers rangs. Une performance d'autant plus remarquable qu'à l'époque vous travailliez et éleviez vos 3 enfants. Dès lors, vous allez vous concentrer sur la pédagogie, l'art d'enseigner la géographie. Comment faire aimer aux élèves cette discipline qui n'a pas toujours bonne presse, contrairement à l'histoire? Vous formez par conséquent les futurs enseignants au sein de l'IUFM de Montpellier et de Nîmes. Mais on ne saurait, pour vous dépeindre, se contenter de retracer votre carrière d'enseignante. Nous connaissons votre engagement dans la vie publique au sein de diverses associations, toutes tournées vers autrui, au caractère altruiste prononcé, dans le prolongement des valeurs que doit défendre un professeur. Les combats pour la liberté, je vous cite encore une fois, sont pour moi une fascination absolue, une leçon d'une extrême profondeur et une nécessité physique sans précédent. Fermez les guillemets. Vous vous engagez par conséquent dans des actions qui visent à maintenir vivante la mémoire de déportés et de résistants de la Deuxième Guerre mondiale. Tout ce qui peut collectivement aider les autres ne vous est pas étranger. Et vous militez dans des organismes mutualistes en présidant la section gardoise de la MGEN et en devenant membre du comité d'éducation à la santé du Gard. Votre talent unanimement reconnu, votre connaissance approfondie et savante de notre ville, vous avez écrit un ouvrage, Nîmes au fil de l'histoire, qui fait référence pour qui veut connaître notre cité, votre énergie communicative ont concouru à votre intégration éclair au sein de notre académie. Dès 2020, vous devenez rapporteur de la commission du patrimoine et vous intégrez le groupe des cartes postales anciennes que compose le fonds Figueron-Lorrain. En outre, chaque mois, vous rédigez une fiche qui alimente notre site internet intitulé « Une promenade dans les faubourgs de Nîmes ». Enfin, vous avez présenté 2 communications, l'une le 23 novembre 2018, intitulée « Nîmes dans ses murs au Moyen-Âge », l'autre le 8 novembre 2019, consacrée au faubourg Saint-Antoine, du quartier hospitalier au futur palais des congrès. Aujourd'hui, vous reprenez en quelque sorte votre habit de responsable de l'association Passionnément Patrimoine pour nous conduire au sein d'un vieux quartier de Nîmes ô combien attachant, celui de la Placette. Un village dans la ville avec une âme indéfinissable, un parfum méridional, un goût plein de douceur et de caractère. Nous vous suivons, madame. Faites-nous rêver en nous enrichissant. Bien, bonjour et merci, Monsieur le Président, de vos propos et sans doute trop élogieux. Merci aussi au secrétaire perpétuel de m'accueillir ce matin pour cette communication.
Je voudrais juste apporter un petit rectificatif à ce qui a été dit concernant les fiches du Faubourg de la Commission Patrimoine, parce que ces fiches sont un travail collectif et nous sommes plusieurs à rédiger des fiches dans la Commission Patrimoine pour alimenter le site de l'Académie. La communication que je vais vous présenter aujourd'hui s'intitule « La placette ou l'âme d'une ville ». Mais j'aurais pu aussi l'intituler « La placette ou le patrimoine pour tous », en référence au thème choisi par les Journées européennes du patrimoine en 2021, qui est ce qu'on appelle le patrimoine inclusif, le patrimoine qui s'adresse à tous et qui permet à des gens venus d'horizons très différents, d'horizons sociaux ou géographiques, de s'approprier un patrimoine qui leur est accessible. Quand j'y réfléchis au patrimoine nîmois qui pouvait correspondre à ce patrimoine pour tous, l'idée de la placette m'est très vite venue, parce que ce quartier, comme le disait le président tout à l'heure, si connu des Nîmois, très pittoresque, très populaire, coloré, est un quartier qui recèle un patrimoine d'une grande diversité, d'une grande richesse, et qui, je crois, permet à chacun d'y trouver de l'émotion et d'y trouver des choses qui lui parlent. Avant de commencer la promenade dans la placette, je voudrais remercier trois confrères de l'Académie qui m'ont beaucoup aidé à construire ce propos. Je veux parler de Bernard Simon, qui a été président de notre compagnie, mais qui est aussi le dynamique et infatigable président du comité de quartier de la placette. Je veux parler de Robert Chalavet et de Christian Paul, qui m'ont raconté des souvenirs d'enfance, et ça m'a permis d'enrichir le propos. Alors, la promenade que je vous invite à faire n'est pas une promenade chronologique dans le temps, ni géographique dans l'espace, mais simplement une promenade dans des lieux, dans des histoires, dans des émotions qui nous parlent un petit peu de l'âme de ce quartier et en même temps de la ville de Nîmes. La placette est située à l'ouest de la ville médiévale, de ce qu'on appelle l'Écusson, et elle apparaît ici en jaune. Et le quartier, c'est essentiellement toutes les rues qui convergent vers cette petite place, mais qui est située, vous le voyez, entre les allées Jean Jaurès et le boulevard Victor Hugo. Le comité de quartier a une grande dynamique et une superficie beaucoup plus grande, puisqu'il a comme limite nord la rue Grétry et comme limite sud la rue du Mail. Je me suis inspirée d'un texte que j'ai emprunté à Georges Gros, conteur occitan bien connu, et qui a écrit aux éditions Lacour « La placette nombril du monde », pour essayer de trouver un certain nombre de clés pour entrer dans le patrimoine de ce quartier. Voilà ce que nous dit Georges Gros. C'est vrai qu'il est là, le nœud de vie, lié par des eaux souterraines à la source, mère de la ville. C'est vrai encore que par les 8 rues, 8 vents soufflent sur la placette, et leurs noms chantent l'ampleur du monde. Ainsi donc, les contes qui y naissent protègent-ils l'enfance et la vieillesse par la tendresse de ce diminutif « et » si cher aux Nîmois. Placette des bancs, des seuils, des fenêtres basses, où se peut accouder pour causer celui qui passe. Placette des petits cafés, des boutiques familières au visage connu, mais aussi carrefour des passagers du vent, Nantes Frigoule, le trafiquant magique des parfums de Garrigue, Simbad, le marin de Val-de-Gour qui rêve de la mer, Louis, le vieux cycliste de la foire Saint-Michel, ou Naine, la petite gitane héritière des grands voyageurs. Sans compter la bande des gandards remuants et batailleurs qui illustrèrent l'épopée placétienne. Enfin, placette de la jeunesse musicienne, où l'on danse au feria, toutes les couleurs et tous les temps mêlés. J'ai choisi comme première clé de rentrer par les couleurs mêlées de la placette, qui vous sautent au visage lorsque on pénètre dans le quartier depuis les allées Jean Jaurès, par la rue de l'Hôtel-Dieu. Une maison tout à fait originale, avec un toit très décoré, très coloré, de morceaux de tuiles, de briques, de céramique incrustées, nous interpelle. Cette maison, c'est celle d'un poète, d'un humaniste, d'un philosophe qui s'appelle Olivier Julian
qui est un ancien instituteur à la retraite, et qui a choisi, c'est un peu sa devise, d'instruire, de plaire et d'émouvoir, reprenant la rhétorique de Cicéron, hein, et qu'il a d'ailleurs écrit, vous le voyez, Docere Delectare sur les murs de sa maison. Sur la première partie de son travail, en 1995, il a travaillé beaucoup à la manière d'Antoni Gaudi, hein, du Trencadis, cette mosaïque à base d'éclats de céramique, où il rend un hommage à la bicyclette, il y a des roues de bicyclette, et au vent qui les fait tourner, et à des choses extrêmement colorées, et surtout à des tuiles, hein, très nombreuses, qu'il a récupérées et incrustées dans cette façade. Puis il a continué son travail sur la rue Bec de Lièvre, puisque sa maison occupe une parcelle triangulaire, et sur la rue Bec de Lièvre, où il y a une petite niche que vous voyez ici, où les habitants du quartier déposent des éclats de mosaïque, des éclats plutôt de vaisselle cassée, qui lui permettent d'agrémenter son travail. Il a, sur cette partie-là, choisi d'avoir un message plus philosophique, plus engagé. Et il évoque là, par exemple, la manière dont il nous faut habiter le temps, en n'oubliant pas le passé pour construire le futur. Il évoque aussi l'écologie, la Pachamama, la déesse terre des Andins. Il évoque l'éducation à travers un texte de Jean-Jacques Rousseau tiré de l'Émile. Et puis des événements plus contemporains comme les événements de Charlie ou bien l'affaire Calas, 1762, avec le buste de Voltaire, qui nous rappelle donc que cet homme est aussi très engagé sur des grandes causes de la liberté. La dernière façade à laquelle il est en train de s'attaquer, et qui se trouve dans la rue Benoît-Malon, a pris une tournure un petit peu plus politique. Il y affirme des messages très engagés, en reprenant par exemple cette phrase du Lacon de William Blake, hein, où il dit que là où il existe une vision de l'argent, l'art ne peut pas être exercé, mais seulement la guerre. Donc on a une entrée dans le quartier qui est à l'image, avec la maison d'Olivier Jullian, un petit peu de tout ce qu'est ce quartier, c'est-à-dire quelque chose de populaire, de mélangé. Il a finalement utilisé les techniques du street art, hein, de l'art qui s'offre dans la rue, qui s'offre à tous, du ready-made, de l'art pauvre aussi, c'est-à-dire fait avec des bouts récupérés. Et tout ceci parle un petit peu à tout le monde. Je crois que chacun dans cette façade, à travers les mots, à travers les représentations, peut y trouver des références culturelles, philosophiques, politiques, qui sont les siennes. L'autre dimension, ce sont les temps mêlés. Le quartier a une histoire très ancienne. S'il n'était pas dans la ville Volque, la ville gauloise, la placette que vous voyez ici, le petit rectangle en rouge, fait partie de l'enceinte romaine, de l'enceinte antique, et se situait donc sur un axe important, puisqu'on le voit, les fouilles du Jean Jaurès en 2006, hein, on voit ici la porte du Cadereau, et il y avait une rue très importante qui menait jusqu'en direction de cette placette. Vous savez que ces fouilles du Jean Jaurès ont bien sûr permis de découvrir la magnifique mosaïque de Pinté qui est maintenant au musée de la Romanité, mais ont aussi mis en exergue le fait que tout ce quartier était un quartier de potiers, un quartier d'artisans, très actif et très peuplé dès l'époque romaine. Tout au long du Moyen-Âge, le quartier, s'il n'est plus dans l'enceinte, hein, puisque l'écusson, les remparts du Moyen-Âge sont plus petits que les remparts antiques, il continue quand même à être habité et en tout cas traversé, puisqu'il est situé dans ce cercle rouge que vous voyez là, près du Jeu de Maille, mais il se trouve sur le chemin qui mène à l'Hôtel-Dieu et qui mène un autre chemin qui mène vers l'hôpital général. Ces hospices, hein, qui étaient hors la ville, accueillaient les pèlerins extrêmement nombreux qui venaient faire étape à Nîmes lors du pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle ou vers Saint-Gilles, un des très grands pèlerinages, le 4e plus grand pèlerinage de la chrétienté au Moyen-Âge. Et donc très nombreux ont été les pèlerins qui ont traversé ce quartier de la Placette, qui n'était à l'époque encore qu'un quartier certainement de champs et de vergers et de jardins.
C'est seulement au XVIIIe siècle que les rues vont se dessiner autour de la Placette lors du grand projet de la fin du XVIIIe siècle, le fameux projet Maréchal. Vous savez qu'au moment où on a dégagé la source de la Fontaine, qui ne coulait plus suffisamment, on a redécouvert dans les années 1740 le sanctuaire antique de l'Augustéum, et au passage, Louis XV, pour protéger ce sanctuaire antique, a fait intervenir son ingénieur du roi responsable des bâtiments en Languedoc, et qui est Jacques-Philippe Maréchal, qui anime, va non seulement réaliser un jardin extraordinaire, hein, nous connaissons tous le jardin de la Fontaine, mais avoir le projet d'un canal qui relie ce jardin à la vieille ville médiévale et d'une ville neuve, il l'appelle la ville nouvelle, d'une ville neuve qui va se construire le long d'un axe majeur qu'on appelle le Cours-Neuf. Et vous voyez que la Placette se situe auprès de cet axe majeur et qu'elle va faire partie de ce grand projet d'urbanisation qui ne commence pas vraiment au XVIIIe siècle, puisque la Révolution va perturber beaucoup la fin du XVIIIe siècle, mais au début du XIXe siècle, cette artère du Cours-Neuf va devenir un axe majeur non pas de résidence bourgeoise, comme le pensait Jacques-Philippe Maréchal, mais d'implantation d'entreprises industrielles. L'explosion industrielle de Nîmes au XIXe siècle est quelque chose de considérable. La population va doubler pendant la première moitié du XIXe siècle et des entreprises s'installent par centaines le long de ce Cours-Neuf. Alors, le comité de quartier du Cadereau a réalisé cette carte très intéressante avec les implantations de fabriques de vêtements à gauche et de fabriques de chaussures sur la carte droite, mais pour la partie gauche des allées, et la partie du quartier de la Placette, on peut imaginer qu'il y en avait autant. Elles étaient extrêmement nombreuses, ces entreprises industrielles, qui vont coloniser de part et d'autre le Cours-Neuf, qui deviendra ensuite le boulevard de la République. Il en reste des traces importantes dans le quartier, comme ici, à l'angle de la rue Nantilde et de la rue de la Pitié, où on peut encore admirer ce grand bâtiment industriel, très important, de dimension, surface au sol, avec un grand portail. Et lorsqu'on pénètre sous ce portail, eh bien, on voit encore écrit dans l'entrée « I. Coulet », qui est la référence à Isidore Coulet, qui était un entrepreneur, un grand entrepreneur de fafio, c'est-à-dire de chaussures d'enfants. Les fafios, et les fafioteurs très nombreux qui les fabriquaient, les fafios étaient une spécialité nîmoise. Ce sont des chaussures pour des enfants tout petits qui ne marchent pas encore. Certaines avaient des semelles de bois, d'autres étaient faites avec des cuirs légers, mais elles ont eu un succès colossal et Nîmes était considérée comme la capitale des fafios. Et dans cette petite rue Nantilde, où aujourd'hui ont disparu quasiment toute vie active, eh bien on voit que sur les registres des archives de 1900, il y avait une manufacture de bonnetterie, il y avait une manufacture de cuir et peau, il y avait bien sûr Isidore Coulet qui fabriquait des chaussures, mais aussi un autre dénommé Rieux, et puis une imprimerie et une entreprise de transport et de déménagement. Donc petite rue, mais énormément d'activités. Et puis, on sait aussi que dans le quartier se situait la grande usine Guérin, qui fabriquait des lacets, et dont le successeur, et puis également l'entreprise de Prosper Pallier, qui était une entreprise qui fabriquait des tresses, des lacets, des cordons, une grande manufacture nîmoise, également des padous, vous le voyez sur ici, cette en-tête commerciale d'une facture. Les padous, c'était des liserés qui permettaient de tenir les coutures sur les vêtements. Bien évidemment, la mode des corsets multipliait l'utilisation de ces lacets, et Nîmes était aussi, comme avec les fafios, une des capitales de la fabrication et de la vente et de la commercialisation de ces lacets. On ne se limitait pas aux entreprises du textile, même si ce sont les plus nombreuses. J'ai repris encore aux archives municipales, dans le registre de 1900, la liste des taffetassiers nîmois. Eh bien, vous voyez les maîtres ouvriers qui travaillent la soie encore
au début du XXe siècle, beaucoup sont dans le quartier de la Placette, rue Bec de Lièvre, rue Saint-Jean, rue du Cyprès, rue de l'Hôtel-Dieu. La rue du Cyprès, c'est maintenant la rue Bigot, rue Nantilde, rue de la Bienfaisance, rue du Mail. Tout ça, ce sont des entreprises qui étaient dans un quartier. On y trouve également des fabriques de matelas, comme dans la rue Bec de Lièvre, ou bien de matériel œnologique. Donc un quartier où il y a beaucoup d'ouvriers, et également beaucoup d'artisans, beaucoup de commerces et de boutiques. Sur la place de la Placette, on ne dénote pas moins d'une dizaine de commerces, 2 boucheries, 2 boulangeries, une pharmacie, un tabac, un fleuriste, un pressing, un magasin Le Bon Lait, un coiffeur et 4 cafés. Les cafés sont vraiment l'âme de la Placette. Il y avait le fameux Harmonie qui deviendra la Movida, un café qui s'appelait l'Union, qui deviendra le Rugby Bar, le Nouveau Bar et le Claridge. Des artisans par centaines, des menuisiers, des affûteurs, des ferronniers. Donc une vie très très intense qui grouille de population, d'une population, j'allais dire, modeste, populaire, ouvrière, et qui est connue à Nîmes pour ses idées républicaines, ses idées de gauche. Les manifestations à la Placette commencent dès 1832. On a des traces dans les archives de ces manifestations d'ailleurs assez violentes. Il y en aura d'autres lors de la Révolution de 1848. Pendant la Commune de Paris en 1871, eh bien, le club républicain de la Placette, le comité républicain de la Placette va soutenir la Commune. Et bien évidemment, en 1875, lorsque la République s'installe, les habitants de la Placette exultent, ils sont très heureux, ils organisent des fêtes comme celle-ci en 1909, où on n'hésite pas à affirmer le caractère social voulu par les habitants du quartier à cette République. Ils vont également demander à ce que les rues du quartier, qui étaient pour beaucoup des rues de rois ou de saints, soient débaptisées. Alors, il reste encore la rue d'Agobert, la rue Nanty, du Capet, il reste quelques saints, la rue Saint-Mathieu, mais on a vu apparaître aussi, à partir de ce moment-là, des militants syndicalistes comme Fernand Peloutier, ou socialistes comme Benoît Malon, ou des écrivains très engagés dans l'affaire Dreyfus comme Zola. Donc le quartier s'est, à travers ces rues aussi, basculé, républicanisé et a marqué son attachement à une république sociale. Ce qui va bouleverser aussi le quartier, c'est l'arrivée en 1850 de la construction d'un marché aux bœufs. Il y avait déjà, bien évidemment, dans la ville ancienne, des abattoirs et un premier marché aux bœufs qui était situé à l'emplacement de l'école actuelle de l'Oratoire, de la Placette plus exactement. Et ce marché aux bœufs était beaucoup trop petit, donc la municipalité Girard décide dans les années 1850 de construire de nouveaux abattoirs plus grands, plus rationnels, installés au bord du Cadero, mais aussi d'édifier un immense marché aux bœufs sur l'emplacement, vous le voyez sur le plan en dessous, le plan Raymond, d'un jeu de mailles qui était là depuis le XVIIe siècle et d'un cimetière, qui vont être remplacés par ce très grand marché qui va devenir le plus grand marché de bestiaux du sud de la France. De Perpignan à Nice, c'est Nîmes qui avait, disons, presque ce monopole très très grand de vente d'animaux qui descendait du Massif central. Toutes les semaines, le mercredi et jeudi, pendant 2 jours, tout le quartier de la Placette s'animait par l'arrivée de ces bouchers, de ces maquignons, de ces marchands qui venaient acheter et vendre, bien sûr, ces bêtes, des bœufs, des moutons, mais aussi des chèvres, essentiellement des bœufs d'ailleurs. Le marché aux bestiaux va profondément modifier la vie du quartier, d'abord parce que 2 jours par semaine, cette animation permettait aux enfants, par exemple, de gagner 3 sous en s'occupant des bêtes, en les brossant, en remplissant les abreuvoirs, va permettre aussi à des jeunes gens de gagner de l'argent en allant chercher les bêtes à la gare de marchandises ou en les conduisant, c'était ce qu'on appelait... Monsieur Chalavet me le rappelait, les tocabious, c'est-à-dire il conduisait comme le font aujourd'hui les raseteurs un petit peu, les animaux vers le marché ou vers la gare.
Et puis, les habitants du quartier vont loger. Beaucoup de pensions de familles s'ouvrent. On loge les Maquignons qui sont descendus des Cévennes pour une nuit et on leur offre bien évidemment le repas. Une photo aérienne de 1919 montre tout à fait en haut, je ne sais pas si la flèche est visible, je ne crois pas, sur le diaporama, mais on voit ici tout en haut, bien sûr, les abattoirs avec cette grande forme de croix, et puis l'immense emprise du marché aux bestiaux sur le quartier de la Placette. Autre animation très importante, c'était les foires de la Saint-Michel, qui se tenaient sur le Jean Jaurès. Les grandes foires qui autrefois avaient lieu sur l'esplanade, puis pendant un moment autour des boulevards, vont s'installer au XXe siècle, au début du siècle, juste après la Première Guerre mondiale, sur le Jean Jaurès, et 2 fois par an, pendant presque un mois, à la Saint-Michel, donc en septembre, octobre, et ensuite au printemps, eh bien, des forains viennent installer leur manège sur ce qu'on appelait à l'époque le boulevard de la République et qui deviendra les allées Jean Jaurès après seulement la Première Guerre mondiale. Ces forains sont bien sûr sont aussi des consommateurs et les commerçants du quartier de la Placette me racontait Maryse Philibert, l'ancienne présidente du comité de quartier, me disait on voyait arriver ces forains avec grand plaisir parce qu'ils dépensaient énormément dans nos commerces. Christian Paul raconte aussi qu'on sentait l'odeur des chichis de la foire jusqu'au milieu du quartier de la Placette. Alors cette population ouvrière et modeste habite des petites maisons qui sont la caractéristique du quartier. Quand on circule dans les rues, on a l'impression que l'univers de la Placette est assez minéral, mais dès qu'on pousse les portes, eh bien, on découvre des cours intérieures qui sont souvent aujourd'hui fleuries et végétalisées et qui permettent parfois le passage d'une rue à l'autre. Il y a plusieurs systèmes de ces passages. On rentre par une rue, on traverse les cours et on sort par l'autre rue. Et ça donne une ambiance tout à fait particulière au quartier, d'autant que dans ces cours, c'est là que s'est élaboré un petit peu, s'est élaborée l'histoire du quartier, c'est là que les enfants jouent, c'est là qu'on raconte les potins, c'est là qu'on se rencontre. Les maisons ouvrières avaient en général 2 étages pour abriter 2 familles, une au rez-de-chaussée et une à l'étage, et l'étage était accessible, vous le voyez, par un escalier extérieur. Il y avait souvent que 2 pièces, la cuisine et la chambre, ou parfois 2 chambres, mais c'était des logements assez petits. La cour est un espace commun aux 2 habitations, dans lequel on va trouver une pièce buanderie où on peut laver le linge, et puis des WC aussi au fond de la cour. Prolongation des maisons ouvrières, ce sont les masés en garrigue. Alors vous me direz, c'est pas dans le quartier de la Placette, c'est vrai, mais beaucoup des habitants de la Placette possédaient un masé, parce qu'on a vu que certains étaient ce qu'on appelle des taffetassiers, c'est-à-dire des artisans de la soie qui avaient des revenus quand même non pas élevés, mais plus confortables, ce qui leur permettait d'acheter une petite parcelle en garrigue sur laquelle ils construisaient de leurs mains en pierre sèche une pièce unique, un petit masé. Et ces masés sont l'occasion du rêve de tous ces habitants qui chaque dimanche montent au masé. Et René Felgerol, un habitant du quartier, me racontait, le masé c'était notre résidence secondaire. Pendant que nos grands-pères, pères et oncles allaient chasser un famélique lièvre, nos grands-mères, mères et tantes préparaient l'anchoyade, grillaient une saucisse en surveillant leur lessive cuite au feu de bois sur un trépied surmonté d'une grande lessiveuse toute noire. L'après-midi, c'était des parties de boules ou de cartes qui n'en finissaient pas, car tous trichaient à qui mieux. Pendant ce temps-là, quelques aïeuls nous contaient les belles histoires du terroir. Ces belles histoires, ce sont les contes de la Placette. Et il y en a énormément de contes de la Placette. Georges Gros, dont je parlais tout à l'heure, les a rassemblés dans un ouvrage. Et quand on parle des contes de la Placette, on évoque bien sûr la figure d'Antoine Bigot, le grand poète occitan, qui a habité le quartier. Il n'y est pas né, mais il est né à Nîmes, mais il a habité ce quartier puisqu'il était diacre au temple de l'Oratoire. Et Antoine Bigot a écrit parmi ses fables et ses contes un joli texte qui s'appelle « Zézette de la Placette ». Il y avait jusqu'à très peu de temps des céramiques colorées qui étaient accolées au coin de la Placette sur le mur de l'ancien bar de la Movida. Ces céramiques sont l'œuvre de Gérard Latier, un peintre qu'on appelle le peintre de la parole, et qui illustrait, vous voyez, les contes de Bigot,
avec ici ouvert le livre de Zézette de la Placette. Bigot est un peu l'âme de ce quartier parce qu'il a traduit le parler nîmois. Il disait toujours qu'il n'a pas voulu faire partie du félibrige, vous le savez, parce qu'il disait « je n'ai pas la prétention d'écrire une langue, mais un patois, le patois de ma ville natale, l'idiome de nos travailleurs avec sa rudesse et son harmonie. J'ai essayé de noter ce bruit qui s'éteint, ce bruit que j'ai entendu autour de mon berceau, qui a séché mes premiers pleurs et provoqué mon premier sourire. » Antoine Bigot est célébré dans tout le quartier. Il y a une plaque également sur l'ancienne école protestante de l'Oratoire, derrière, dans la rue qui désormais porte son nom, la rue Bigot, et qui rappelle qu'il a été diacre dans le temple et qu'il a été celui qui a le mieux traduit le parler de la Placette. Christian Liger, dans son livre Nîmes sans visa, raconte comment Antoine Bigot et Jean Reboul ont été très amis alors qu'ils étaient très différents. L'un, Antoine Bigot, était protestant, républicain, écrivait en occitan, l'autre était catholique, royaliste, écrivait en français, et ça ne les empêchait pas quand même d'avoir une forme de complicité malgré leur divergence. Un autre endroit nous parle encore de cette langue occitane, c'est l'ancienne école de la rue Bec-de-Lièvre, qui est aujourd'hui le siège du comité de quartier et où fonctionne un atelier d'occitan animé par Maryse Philibert pendant de nombreuses années, et surtout, je crois, par Natacha Chavagneux, et cet atelier d'occitan continue à perpétrer cette langue du quartier et des histoires du quartier. L'école est aussi très intéressante par une fresque très originale qui a été réalisée dans les années 1980, lorsqu'il y avait là une calandrette, et l'artiste nîmois, aujourd'hui décédé, Serge Marchal, avait conduit les enfants et les parents à réaliser cette fresque qui est un regard d'enfant sur le quartier. On y voit la piscine Pablo Neruda, on y voit le marché du Jean Jaurès, on y voit des éléments liés à un voyage scolaire qu'avaient fait les enfants. Tout ça, ce sont des peintures naïves, malheureusement trop peu protégées, il y a des tags, mais c'est un endroit tout à fait charmant. Toujours dans cette identité placétienne, l'identité protestante est quand même très forte dans le quartier. La population ouvrière venait majoritairement, je l'ai dit, de l'Avonage ou des Cévennes, avec donc une forte population protestante. Et dans les années 1850, le besoin d'un temple se fait sentir. Il n'y avait à l'époque que 2 temples, qui n'en étaient pas d'ailleurs, puisque le petit temple, c'était l'ancienne église des Ursulines, d'un couvent catholique, et le grand temple, c'était l'église des Jacobins. Et donc, on va construire un temple sur le quartier de la Placette, ce temple de l'Oratoire, dont la construction va prendre plus de 20 ans et connaître bien des aléas, puisque au départ, c'est l'architecte Noël Chambaud qui prévoit un temple de forme octogonale avec une école de part et d'autre. Vous voyez les classes qui sont de chaque côté, les préaux derrière. Il avait prévu une façade à ce temple assez sobre, avec des colonnes, comme ça se faisait beaucoup dans les temples protestants du XIXe siècle, et derrière la façade de l'école surmontée d'un lanterneau, avec une cloche, bien évidemment, pour appeler les enfants à l'école. Et puis, l'immeuble menaçant de s'écrouler, le temple présentant des malfaçons, on a demandé à notre architecte, Alphonse Granon, de reprendre le projet, de l'agrandir, et donc le temple aujourd'hui n'a pas une forme octogonale, puisqu'il est ici agrandi sur cette partie côté place. Il a une façade qui n'est plus du tout celle qu'avait prévue Noël Chambaud, mais qui est la façade de ce qu'on appelle un temple au livre, puisqu'il y a sur sa façade une Bible ouverte, où il est écrit d'un côté Sainte Bible et de l'autre côté Je suis la lumière du monde. Par contre, Granon a repris le petit clocheton que nous trouvons sur l'école, sur le côté de la place également. Et on a ici un temple très original, qui, par rapport aux autres temples gardois construits dans les mêmes années, original surtout par l'intérieur, puisque Alphonse Granon a pris le pari d'une charpente métallique. N'oublions pas qu'on est 30 ans avant la construction de la Tour Eiffel et qu'à l'époque, construire avec du fer paraît impossible. Une voûte en charpente métallique, personne ne lui faisait confiance. Et pourtant, il a réussi ce pari et c'est un temple tout à fait unique à cause de cette salle magnifique à l'intérieur.
l'école accolée au temple, c'était une école au départ protestante, 1860, qui a accueilli jusqu'à plus de 300 élèves, filles et garçons, et qui demeure aujourd'hui. Alors malheureusement, une partie de la façade a été abîmée, puisqu'ici on y a percé une fenêtre rectangulaire, en cassant les arcades très élégantes qu'on voit sur le côté droit. Une autre école dans le quartier est aussi à signaler comme un patrimoine exceptionnel. C'est une école typique de la Troisième République. Cette école, au départ, s'appelait l'école de l'Oratoire et elle fut construite dans les années 1900. On a fait appel à deux architectes tout à fait célèbres qui étaient Poitevin et Max Raphael pour réaliser cet ensemble monumental qui accueillait énormément d'élèves, ça dit la population du quartier. Et le soin qui y a été apporté, alors aujourd'hui on ne la reconnaît pas bien, puisque voilà l'allure qu'a aujourd'hui cette école, elle a été doublée d'un bâtiment qui est venu s'accoler à la façade, tout en préservant quand même la façade. Le comité de quartier s'est beaucoup battu, me disait Maryse Philibert, pour garder l'école de la Placette, qui était le témoignage de ce temps extraordinaire. Et vous voyez le soin qui était apporté à cette école de la Troisième République. Paul Bert, le ministre de l'Instruction publique en 1882, disait ceci, l'instruction c'est la lumière, il faut que l'école attire l'enfant, il faut qu'elle ait de belles et grandes salles, bien aérées, bien ensoleillées. Il faut qu'elle soit ornée, ornementée, parée, il faut que nous fassions pour elle ce que nos pères faisaient pour leurs églises. L'école, c'est notre église laïque à tous. Et fièrement, on a écrit République française, liberté, égalité, fraternité sur la façade. Il y a des éléments tout à fait... on retrouve des céramiques colorées, on retrouve des encadrements de fenêtres très soignés et des coursives avec des fontes, des galeries de fontes aussi extrêmement jolies. L'école, bien évidemment, au départ, était séparée par un mur qu'on voit sur ce plan, entre l'école des filles, qui avait une cour plus petite, et l'école des garçons, et puis des bâtiments qui, aujourd'hui, ont disparu et qui accueillaient les logements des instituteurs. Sur cette photo, vous pouvez voir que la préservation de l'ancien bâtiment et son intégration dans la nouvelle école qui est venue se plaquer sur la façade de l'ancienne école de l'Oratoire, permet donc de garder le souvenir et le patrimoine. Et puis sur le sommet, les architectes Brunet et Saunier, en 1989, ont eu l'idée assez extraordinaire de réaliser une cour de récréation sur les toits, ce qui permet aux enfants du quartier de la Placette d'avoir une vue plongeante sur les toits du quartier, mais aussi de voir la Tourmagne et de voir toute la ville à l'horizon. Une manière de prendre possession de l'espace que je trouve assez extraordinaire. Dernier élément que j'aborderai sur l'âme de ce quartier, c'est bien sûr la dimension gitane. Les Romanichels, comme on disait, étaient présents dans le quartier depuis très longtemps. Il y avait des chiffonniers, des ramasseurs de peaux de lapin, des tondeurs de chiens, des réparateurs de parapluies, des rempailleurs de chaises. Mais il y avait aussi un camp de gitans d'origine espagnole qui était installé d'abord route de Montpellier, puis ensuite le camp de la Consolation, au bord du Cadereau, là où se trouve maintenant le bâtiment d'EDF sur le Pompidou. Eh bien, ce camp de la Consolation va être démoli au moment de la construction dans les années 1960, et on va le proposer aux habitants, aux gitans qui vivaient dans ce camp, de venir intégrer le comité de quartier de la Placette. En effet, à cette période, comme le rappelle Bernard Simon, c'est la période où on a construit des grands ensembles au chemin bas d'Avignon, mais aussi dans les années 60 dans la ZUP. Et les appartements, ils sont plus lumineux, plus aérés, plus ensoleillés, avec salle de bain, avec WC. Et comme les logements de la Placette étaient quand même assez insalubres, beaucoup d'habitants de la Placette sont partis pour habiter ces quartiers. Et des gitans, des familles gitanes, à peu près 200 personnes, une dizaine de familles, un peu plus, sont venues habiter le quartier. Très vite, ils ont donné une dimension tout à fait nouvelle au quartier. Ils ont d'abord été très bien accueillis par les habitants. J'allais dire, l'osmose s'est bien faite, on s'entendait bien entre gitans et habitants traditionnels de la Placette.
Le roi des Gitans, qui s'appelle Michou, de son nom c'est Ulysse Jean, était le patron du bar, du rugby bar, qui va devenir en quelque sorte le cœur du quartier pour les Gitans. Il y avait toujours une guitare qui traînait dans l'entrée du bar, et celui qui avait envie d'y jouer se mettait à jouer. On dansait du flamenco. Ces Gitans vont amener des traditions espagnoles, un amour de la feria aussi et de la corrida, et puis même organiser des courses de vachettes sur la placette dans les années 1980. Ils jouaient aussi beaucoup à la pétanque, hein, on m'a raconté Christian Polge, et on les voyait donc très nombreux sur cette place, chantant et organisant des fêtes. La dimension festive de la culture gitane va tout de suite s'intégrer magnifiquement au quartier. Il faut rappeler aussi que ce bar que vous voyez sur cette photo, qui est l'ancien bar de la Movida, ce lieu où il y avait eu autrefois une pharmacie qui appartenait à Pierre Boguerolles, une grande figure du quartier. Pierre Boguerolles était un pharmacien social, disait René Felgerolles, mais ce bâtiment va être loué au foyer de Haut-Lagrange, qui va accueillir une jeunesse étudiante qui venait d'Allemagne, qui venait des pays d'Europe de l'Est, et qui apporte beaucoup de jeunesse aussi, et puis un côté étranger, un mélange de culture. Et au rez-de-chaussée s'ouvre en 1984 un bar musical, le bar La Movida, où on joue du jazz. Et Guy Laborie, grand musicien nîmois dont certains se souviennent, va faire venir dans ce bar des grands noms du jazz mondial, et attirer bien évidemment toute la population de Nîmes. Et les Nîmois se retrouvaient là parce qu'on pouvait croiser Bernadette Lafont, on croisait Bernard Tapie, on croisait des vedettes, des gens à la mode, et on venait écouter du jazz dans la rue, c'était assez extraordinaire. Il y a sur la placette un vent de culture qui souffle. Tout ce quartier est marqué par la culture, les cultures pourrait-on dire, très différentes. Culture, par exemple, d'exposition, des lieux d'exposition sont nombreux, il y a des cabarets littéraires et chantants, le Subito, qui aujourd'hui n'existe plus, je crois, mais qui a longtemps fonctionné à la Placette, le petit théâtre de la Placette, un endroit où on apprend et on danse le flamenco. Il y a bien sûr le cinéma Le Sémaphore, qui n'est pas loin et qui fait partie un petit peu, quelque part aussi, de ce comité de quartier. Et puis un lieu mythique de Nîmes, qui est bien sûr le Prolet, où alternent des expositions de peinture, des concerts de toute musique venue du monde entier, des conférences. C'est un lieu donc, de culture mélangée. Et je voudrais terminer en soulignant quand même l'installation très récente dans le quartier d'une association qui s'appelle Vaisseau 3008. Et cette association est en fait une initiative du SPOT, qui est une association du quartier de l'Encloré, et qui a ouvert dans le quartier de la Placette. Alors symboliquement c'est une sorte de réconciliation entre des quartiers qui sont beaucoup fait la guerre autrefois, puisqu'on se battait entre les catholiques de l'Encloré et les protestants de la Placette. Eh bien, ils ont ouvert ce qu'on appelle un tiers-lieu, c'est-à-dire un lieu de rencontre culturelle. Ce tiers-lieu est situé dans la rue de l'Hôtel-Dieu, dans les bâtiments, les anciens bâtiments des services d'action sociale et de santé du conseil départemental. Il y a 3800 mètres carrés et ils vont être occupés pendant 18 mois par cette association Vaisseau 3008 qui ouvre un espace pluriel qui regroupe à la fois des lieux de vie et des lieux de création artistique, et qui va accueillir là, et qui accueille des graffeurs, des musiciens, des peintres, des gens venus de tous horizons et de toutes cultures. Et ça me rappelle tout à fait cette dimension du patrimoine pour tous, du patrimoine inclusif dont je parlais en introduction. Il faut savoir aussi que cette association mène une politique d'aide sociale. Elle est en partenariat avec l'association protestante d'assistance installée dans l'ancienne école maternelle de l'Oratoire, dans le quartier, et qui fait un énorme travail de soutien scolaire, d'aide alimentaire, de vestiaire, de soutien aux populations en difficulté dans le quartier et ailleurs. Pour conclure, je dirais que traverser la Placette, c'est traverser le temps, vous l'avez vu, traverser l'histoire, traverser des mémoires superposées. C'est un voyage qui ne vous laisse pas indifférent, qui transforme et qui émeut. Les pierres qu'on y croise, elles parlent beaucoup d'amour, elles parlent de lutte ouvrière, elles parlent de travail, de labeur, de joie, de rire, de fête, d'entraide.
Et ça livre un message qui est difficile à mettre en mots, mais qui pour moi quelque part est un peu l'âme de Nîmes, celle qui flotte sur les toits de ce joli quartier. Merci de m'avoir écouté. Merci madame pour cette présentation.